Messieurs, bonsoir et bienvenue sur ce Facebook Live qui est en même temps relayé par nos amis du 4e pouvoir à qui j'adresse chaleureusement mes salutations confraternelles. La confraternité également voudrait que je ne sois pas très heureux aujourd'hui parce que depuis le 23 octobre dernier, Michel Biemton, journaliste émérite et surtout humaniste, se retrouve encore dans le mouroir, dans l'isoloir, dans le dépotoir de la prison centrale de Kondengui. Ce n'est pas une chose très heureuse parce qu'il n'a fait que son devoir, informer, dire tous les malheurs qui se passaient dans la région anglophone, et malgré tous les cris de détresse que nous lançons, Michel Biemton, jusqu'à ce jour, est toujours détenu par le régime liberticide camerounais. C'est une douleur lorsque je sais ce qu'il traverse actuellement et lorsque je sais qu'il n'a commis aucun péché. Juste parce qu'il a eu une main dans le cœur, il a lancé un cri de cœur. J'ai aussi une autre pensée pour un autre journaliste qui vient de rejoindre le grand peloton de tous ceux qui sont apôtres de la liberté, mais qui subissent la crucifixion dans la prison de Kondengui, à savoir Michael Dopas de la chaîne Soleil FM. Michael Dopas est un journaliste satirique qui a une écriture bien outillée et surtout qui sait mettre la langue de Molière en valeur, un peu épicé, condimenté, un humour un peu prophylactique avec quelques formules qui peuvent donner de la thérapeutie pour certaines choses et qui minent le football camerounais. Michael Dopas a commis un seul impair, invité un consultant dans son émission pour parler des lions indomptables, ce qui est normal dans tout pays normal. Michael Dopas s'est donc retrouvé en train de parler de Samuel Eto'o, sa sainteté. Lui à qui on ne devrait jamais toucher. Lui à qui rien ne doit être reproché. Lui qui est vacciné et immunisé contre toutes sortes de paroles. Et Michael Dopas n'a juste dit qu'une seule chose, rappeler que Samuel Eto'o avait raté un penalty. Dans cette émission, il y avait quelqu'un qui était consultant, donc un invité, et qui a eu à faire aussi une remarque sur des mœurs un peu dépravantes qui se passent au sein des lions indomptables et qui peuvent concerner l'homosexualité. C'est vrai que c'est des choses qu'on raconte, qui se racontent, qui peuvent d'ailleurs se justifier parce que des témoignages de plus en plus percutants y vont. Je ne soutiens pas que les gens aillent toujours avec le journalisme au-dessous du ceinturon, ni dans les fonds des bas de jupons. Michael Dopas n'a jamais parlé de l'homosexualité concernant Samuel Eto'o. J'ai écouté toutes les cassettes de l'émission, ou alors toutes les bandes, voulais-je dire. J'ai passé et repassé. Nulle part, il n'accuse Samuel Eto'o d'homosexualité. Mais ce qui est curieux, c'est que non seulement il a été convoqué avec le directeur de publication Soleil Nyassa, mais aussi avec le consultant. Le consultant, lui, ayant senti le coup, a quand même pris fuite. Bien qu'ayant un avocat, Michael Dopas n'a même pas pu se défendre. Convoqué par le procureur de la République, 16 heures, il ne se fait pas entendre.
Il ne passe pas par un officier. Il ne passe... Toutes les étapes sont oubliées. Direct, c'est le mandat de dépôt pour la prison centrale de Kondengui. Pour diffamation. La diffamation, c'est quoi? Michael Dopas a dit que Samuel Eto'o a raté un penalty. C'est une diffamation. Michael Dopas est accusé que quelqu'un d'autre aurait été en studio et qu'il aurait raconté telle ou telle histoire. Dans les règles de l'art, le Conseil national de la communication a été créé par le gouvernement camerounais qui, lorsque un journaliste est accusé d'avoir outrepassé ses devoirs, d'avoir eu des propos déplacés, comme dans tout autre pays démocratique, il est convoqué par le Conseil national de l'audiovisuel. Mais avec Samuel Eto'o, non seulement Michael Dopas y a été convoqué et n'a pas entendu quoi que ce soit, mais au-delà de ça, il n'a pas permis à Michael Dopas d'être jugé. Pour une diffamation, il faudrait que le journaliste passe devant la justice. Parce que le journaliste n'est pas au-dessus de la loi, certes. Mais la liberté d'expression qui existe dans tous les pays au monde et qui est reconnue par la Déclaration universelle des droits de l'homme et par toutes les conventions internationales que le Cameroun a eu à ratifier, interdit qu'on puisse mettre un journaliste directement en prison sans passer par un juge, sans qu'il puisse se défendre. Et de surcroît, la liberté d'expression, j'ai dit bien les délits de presse, ne conduisent pas directement en prison. Sauf si les lois de 1990 du régime camerounais sont devenues désuètes, exsangues, surannées, périmées, bonnes à mettre dans la poubelle. Ce qui arrive à Michael Dopas, lui, qui vient d'une famille très démunie, lui qui vient de la province de l'Est, lui qui est descendant de Pygmées et qui d'ailleurs l'est, lui qui a une femme et des enfants, qui a été arraché à la liberté et qui a été jeté au fond du trou parce que Samuel Eto'o a beaucoup d'argent et il suffit d'un claquement de doigts pour qu'il mette n'importe qui en prison. C'est ces injustices que nous décrions. De la même façon, M. Samuel Eto'o avait déjà giflé Boni Philippe. Moi, j'ai pris de la peine à le défendre sur les médias parce que je me suis dit que ce soit sur l'antenne de iTélé, que ce soit sur Direct 8 ou encore à RTL, où les journalistes français étaient en train de condamner avec violence son comportement. J'ai dit, il est inhumain, il est humain, et c'est quelque chose qui peut arriver à tout humain. Je l'avais défendu contre vent, marée et raz de marée. Alors que Boni Philippe est un journaliste que moi j'avais recruté à l'époque quand j'étais directeur à Radio Siantou. Mais j'avais voulu calmer la situation. Et cela, lorsque je vois que un journaliste ne peut plus faire son travail, un journaliste ne peut plus critiquer Samuel Eto'o, parce que Samuel Eto'o a des pouvoirs surréalistes, il a des pouvoirs pharaoniques, il a des pouvoirs stratosphériques dans cette république qui est devenue en vaudeville une république bananière, où il suffit d'appeler le procureur, où il suffit de lui promettre un bon billet, et on lui donne des ordres pour mettre n'importe qui en prison. Je m'insurge contre cela. Et je demande que Michael Dopas soit immédiatement libéré. Tout ce qui est en train de se faire, on ne pourrait pas admettre qu'une telle dictature règne dans le football.
dans le milieu journalistique. Parce qu'en même temps, si les Lions indomptables ont connu un certain nombre de problèmes à une certaine période, c'est parce que Samuel Eto'o s'y est mis comme un autocrate, voulant gérer tout seul, et d'où le chaos en 2010 en Afrique du Sud. J'ai des témoignages sur ce qui s'est passé entre Samuel Eto'o et toute l'autre délégation de ses coéquipiers. Tout cela lui a été reproché. Et tout cela continue. Il a du talent. Je le reconnais. Je peux d'ailleurs vous dire que je suis l'un des rares à avoir souvent eu, non seulement à apprécier ce talent au-delà d'une autre dimension, mais même j'ai présenté son 4e ballon d'or. Mais sauf que j'ai dit que je suis l'un des rares à ne pas vouloir manger dans la main de qui que ce soit. Je garde mon autonomie. Je garde mon indépendance. Je garde ma liberté. Et d'aucuns pourraient croire, parce que chaque fois qu'on veut critiquer, chaque fois qu'on veut dire à quelqu'un, essaie de te redresser, on dit, tel est jaloux. Mon juste, lorsqu'on voit les Lions indomptables, à la période de Samuel Eto'o, lui avec tout ce talent éblouissant, qu'est-ce qu'on a eu? On était toujours dernier à la Coupe du Monde. Mais sans lui, on a quand même remporté une CAN. Pour dire que on peut être talentueux, mais si on n'est pas d'allure compatible et qu'on veut dominer les autres, si on veut être l'unique locomotive dans un jeu collectif, si on veut être le pape, le Dieu sur terre, ça ne peut jamais marcher. Et si Michael Dupas a eu à le révéler, ou à dire que Samuel Eto'o avait quand même raté un pénalty et que cela lui va aujourd'hui la prison, j'ai dit le Cameroun est en train de retourner très très loin. Très très loin parce que à une certaine période, le pouvoir a cru que lorsqu'on donne des pouvoirs, comme à l'instant même à Samuel Eto'o, le Cameroun pouvait gagner la CAN, organiser la CAN, faire tout et tout, parce qu'il connaissait tout le monde. Et c'est là où je viens. Est-ce que Eto'o pouvait faire organiser une CAN au Cameroun? Est-ce que Eto'o connaît la diplomatie? Est-ce que Eto'o est le plus grand barba qui puisse réunir un comité exécutif et donner son désir? Non. Et c'est pour ça aussi que je voudrais qu'on dise, je voudrais dire à ceux qui disent que c'est Samuel Eto'o qui nous a fait rater la CAN, que non. Il a voulu jouer son petit rôle. Il a échoué. Parce que ce n'était pas son rôle. On lui a donné des épaulettes, des grades qui n'étaient pas à son niveau. Ce n'est pas à Samuel Eto'o d'aller faire que le Cameroun réussisse une CAN. Il est un footballeur. En tout et pour tout. Et il y a pour cela des ministres. Il y a une fédération. Il y a la présidence de la République. Et il y a autant de choses, le comité d'organisation, qui devait tout faire pour que le Cameroun réussisse une CAN. J'ai été choqué et je suis scandalisé. Lorsque le chef de l'État, le premier responsable de ce couac, M. Paul Biya, qui a pris l'engagement le 10 août 2017 en disant qu'il s'engage, que la Coupe d'Afrique des Nations c'est demain et qu'elle va se tenir au Cameroun. Quand un chef d'État prend ses responsabilités, il n'a pas dit nous allons, il a dit je m'engage. On dit aujourd'hui que c'est les Camerounais qui ont échoué. Non. C'est Paul Biya qui a échoué. C'est Paul Biya qui est le chef d'État, chef des armées, chef de la justice, premier sportif camerounais. C'est ce qu'on nous a toujours dit. Et c'est lui qui a dit, je m'engage. Quand donc nous ne pouvons pas organiser une CAN, quand Paul Biya ne peut pas organiser une CAN, qu'on dise aujourd'hui, c'est à cause des gens de la diaspora qui ont appelé Ahmad,
C'est à cause de Maurice Kamto qui a écrit à tel. C'est à cause des Camerounais qui ne sont pas patriotes. Qui est patriote par rapport à qui? Puisque Paul Biya, depuis qu'il est au pouvoir, depuis qu'il a pris le Cameroun pour sa gestion, combien de fois s'est-il rendu dans son propre pays? Combien de fois a-t-il, après avoir pris des engagements, lui, à rendre visite, ne serait-ce qu'au chantier? Moi, j'ai vu Ali Bongo, qui est son fils, lorsque le Gabon devait organiser la CAN. Il mettait son jean, il mettait ses baskets, et on le voyait présent dans tous les chantiers. Combien de fois Paul Biya est allé à Douala? Une fois. Pour les 15 dernières années. Et on dit que Douala devait abriter la CAN. Combien de fois Paul Biya est allé dans son stade, le stade qui porte son nom, le stade Olembe qui s'appelle Paul Biya? 0 fois. Et le stade Olembe est juste situé à côté. Peut-on prendre des engagements et être si irresponsable? Rester comme une statuette, comme une momie, comme un macabé dans son bureau et dire, nous allons organiser une CAN parce que juste je vais appuyer sur organiser, pas play. Comme un CD, ça commence à se jouer. Et c'est pour cela que je suis surpris que beaucoup de gens que j'ai dans le cœur, comme ma sœur, Calixte Beyala, qui est la première à dire qui veut du mal aux Camerounais. Et elle est dans cette logique, comme mon nom, à dire qu'on veut du mal au Cameroun et aux Camerounais. Qui veut du mal aux Camerounais? Première des choses. Le Cameroun va organiser une CAN. Mais le Cameroun n'a pas de fédération. Depuis longtemps. La fédération camerounaise de football a été créée en 1959, c'est-à-dire avant l'indépendance. En 1962, le Cameroun était l'un des premiers pays africains à être affilié à la FIFA. En 1963, le Cameroun, qui était l'un des pères fondateurs de l'Organisation de l'Union africaine, s'affilie aussi à la Confédération africaine de football. Aujourd'hui, on vous fait comprendre que ce Cameroun-là n'a pas une fédération de football pour gérer le football. Qui veut du mal aux Camerounais? Est-ce Ahmad Ahmad qui a détruit la fédération? Est-ce quelqu'un venant de l'extérieur? Ce ne sont pas les Camerounais qui ont détruit la fédération camerounaise de football. Madame Calixte Beyala, vous me dites que le mal vient de l'extérieur. On veut du mal aux Camerounais. Oui, mais vous oubliez que M. Paul Biya a présidé la Coupe du Cameroun. C'était dimanche. C'est-à-dire que tous les pays africains avaient déjà organisé la coupe, leur coupe. Et depuis septembre, la CAF demande à Paul Biya de trouver 1 heure. Parce que la finale, c'est 90 minutes, 1 heure et demie. Donc, maximum 2 heures. Pour présider une finale. Le chef de l'État, même s'il est empêché, il peut déléguer son premier ministre pour être à la finale de la Coupe du Cameroun. Sachant que le vainqueur de cette coupe doit jouer une coupe africaine, doit représenter le Cameroun. On a donné des avertissements à M. Paul Biya. On a envoyé des communiqués à la présidence de la République. M. Paul Biya était en train de ronfler, en train de dormir. Résultat des courses, Edin, qui a remporté la finale. Les joueurs se sont battus pour remporter cette finale et jouer une Coupe d'Afrique. Mais ils sont disqualifiés. Est-ce la faute de la CAF? Mais c'est la faute de Paul Biya. L'année dernière, la CAF a supplié Paul Biya, la fédération ou bien le comité de normalisation, qui est anormal depuis très longtemps, de la fédération camerounaise de football, qu'on voulait le représentant du Cameroun, qui avait gagné la coupe.
c'était la même chose. La coupe était fixée le 26 novembre. Et le 26 novembre, ça devait opposer l'USM Loum avec New Star de Douala. Le 24 novembre, on fait des répétitions. On fait venir des chorales et tout et tout. Mais à moins 24 heures de la finale, la présidence de la République sort un communiqué pour dire le chef de l'État n'est pas disponible parce que certainement, lui avec sa carcasse, il faut le masser parce qu'il ne peut plus se lever. Il faut lui mettre des perfusions. Il faut faire ceci. Et il ne peut pas déléguer. Mais néanmoins, la CAF avait accepté le Cameroun en dernier ressort. C'est-à-dire, vous vous rendez compte, le premier pays à être affilié à la Confédération africaine de football, qui est toujours le dernier à organiser une coupe de son propre pays. Si Don Paul Biya ne parvient pas à organiser une coupe, une simple coupe, il va organiser quelqu'un. Quand vous parlez de complot. Oui, j'ai vu Madame Calix Leyala, ma soeur adorée, dire que Monsieur Ahmad Ahmad est le fautif parce qu'en fait, on a eu à passer la canne sur ceci, sur telle ou telle formule de 24 équipes. Et que c'est là la plus grosse erreur. On a chanté à l'unisson, comme des vieux tam-tam, que la CAN féminine avait été réussie. Mais vous oubliez une chose, la CAN féminine du Cameroun n'a jamais été réussie. La CAN du Cameroun féminine de 2016 était programmée en début octobre. Mais au moment de vouloir lancer le coup d'envoi, on se rend compte que le stade Amadou Ahidjo, ah oui, parce que encore, il faut le dire, hein, 36 ans au pouvoir, mais on continue à jouer au stade Amadou Ahidjo, l'ancien président. Il n'y a pas encore de stade Paul Biya, c'est stade Amadou Ahidjo. Et quand Paul Biya va au stade, on dit stade Omnisport, parce qu'on ne veut pas entendre parler du nom d'Amadou Ahidjo, c'est lui qui a conçu ce stade-là. On dit omnisport, alors que stade omnisport veut dire là on fait le volet, le han et tout et tout et tout. Donc, comme on ne veut pas dire stade Amadou Ahidjo, on dit stade omnisport. Donc, le stade qui était en réhabilitation n'était pas achevé. Là, on devait jouer l'autre poule. C'était à Limbe. Et à Limbe, le stade n'était pas couvert. Et c'était la période des pluies. Il n'y avait pas d'électricité. Il n'y avait pas d'adduction d'eau. Il n'y avait pas de parking. Il n'y avait même pas le chemin qui menait au stade. Pour une Coupe d'Afrique féminine qui n'avait que 2 poules. C'est pour ça qu'on repousse donc la CAN féminine au 19 novembre jusqu'en décembre. Et pourquoi? Parce que Issa Hayatou était président de la Confédération africaine de football. Ceux qui disent aujourd'hui que, oui, c'est un complot. Moi, je peux vous dire, repousser une compétition, c'est déjà un échec. Pourquoi? Parce que le Maroc devait organiser la Coupe d'Afrique des Nations en 2015. Et il y a Ebola qui arrive. Le Maroc a demandé qu'on repousse la CAN d'1 mois, le temps de pouvoir trouver les voies et moyens pour soigner et pour filtrer les gens d'Ebola. Issa Hayatou a dit, non, on va ailleurs. Et c'est comme ça que la Coupe d'Afrique des Nations a été enlevée au Maroc. Mais pour le Cameroun, on a dit, on repousse parce que le Cameroun n'a pas encore fini son toit. Le Cameroun n'a pas encore fini le stade Amadou Ahidjo. On dit que tout le monde en va au Cameroun. Mais comment est-ce qu'on a fait pour enlever la coupe à Madagascar
des moins de 17 ans. Comme vous dites que c'est la vengeance. Tout était prêt. Et il ne restait que les vestiaires du stade Mahanassi. Que les vestiaires. Issa Hayatou, juste parce que Ahmad Ahmad avait posé sa candidature comme président, qu'il voulait être président de la Confédération africaine de football, Issa Hayatou a dit « Ok, je profite pour me venger ». Il a enlevé la CAN à Madagascar en janvier, alors qu'il restait 3 mois. Et que Madagascar pouvait bien faire cet effort-là. J'ai dit bien, dans le rapport, c'est écrit que ces juristes qui sont en train de raconter des coquecibrues, qu'ils aillent lire. C'est uniquement pour des vestiaires que Issa Hayatou a enlevé cela. Quand vous dites, qui veut du mal au Cameroun? Soyons sérieux. Ahmad Ahmad est arrivé seulement en mars 2017. C'est là où il a été élu. En ce temps, pourquoi le Cameroun n'a pas organisé une CAN? Je devais quand même vous dire que quand Biya arrive au pouvoir, Issa Hayatou était déjà à la Fédération camerounaise de football. Il fait donc que Issa Hayatou reparte au ministère. Parce qu'Issa Hayatou voulait la CAF. Et le nom directeur au ministère de la Jeunesse et des Sports. Et c'est par là que, profitant du fait que Tessema, le Togolais, devait se retirer, que Paul Biya va tout faire pour que Issa Hayatou, avec Malek et tout, aille prenne la Confédération africaine de football. Ça, c'était en 1987. Et par la suite, il sera officiellement élu en 88. Donc, imaginez, à peu près plus de 30 ans, que quelqu'un a dirigé la Confédération africaine de football. Et Paul Biya n'a pas organisé une seule CAN, pas une seule fois. Il attendait quoi? Entre-temps, vous dites que c'est un complot contre le Cameroun. Mais en 2013, la CAN avait été bel et bien aussi retirée. La CAN de 2013, normalement, devait être organisée même en Libye. Et par la suite, ça a été retiré, ça a été donné à l'Afrique du Sud. La CAN de 2015, même chose, ça a été retiré au Maroc, ça a été donné au niveau de la Guinée équatoriale. La CAN de 2017, même scénario, parce que ça devait revenir encore à l'Afrique du Sud. Et finalement, on a retiré cela pour donner encore ça au Gabon. Le petit Gabon a donc organisé 2 CAN en 5 ans. Le Cameroun de Paul Biya. 0. 0. Double 0. Et on me dit aujourd'hui, Madame Calix Veyala, que nous devions avoir du temps pour finir nos infrastructures. C'est bien. Le temps, il fallait l'avoir. Mais vous allez achever le stade de Japoma. Actuellement, vous habitez à Douala. Et vous, à Douala, Madame Calix Veyala, quand vous prenez la route de Nyala, qui va au stade de Japoma, le stade de Japoma n'est pas encore achevé. Qu'est-ce que vous voyez? Ce ne sont pas les nids d'éléphants? Et comment on allait faire pour atteindre ce stade-là? Vous me dites que ce stade sera achevé, il sera achevé quand? Comment? C'est là où on ne comprend pas. Puisque vous me dites que ce sera achevé. C'est en bonne voie. Mais vous oubliez une chose, pendant que vous vous plaignez que la Confédération africaine a eu à multiplier, à faire venir d'autres équipes. Vous oubliez une chose, c'est que la Coupe d'Afrique des Nations devait se jouer en janvier. Quand le Cameroun prend la coupe, l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, elle doit se tenir en janvier. Si donc même le Cameroun organisait une CAN à 16 équipes, dites-moi là où ça allait se jouer. Puisque nous sommes déjà en janvier. Aucun stade n'a été testé.
On joue où? Vous alliez dire que, bon, attendez, on avance encore, on doit encore prolonger. Mais, soyons sérieux. Vous vous plaignez d'une chose, mais vous ne voyez pas aussi, quand vous comptez 7 mois, qu'il reste 7 mois, vous oubliez que la compétition que le Cameroun devait organiser, c'était plutôt en janvier. Et il faut attendre les stades. Il faut attendre quel stade? C'est là où j'en viens. Monsieur Paul Biya, en 2008, monte ce qu'on appelle le plan de développement des infrastructures sportives. Donc, le PNPIS. Et ça doit se faire dans 10 ans. C'est-à-dire que, pas dans 10 ans, c'est-à-dire que ça commence en 2008 et jusqu'à 2018, toutes les infrastructures doivent être acquises. Et il y a des financements. Et dans ce programme se trouve le stade Olembe Paul Biya. La première pose de la pierre a eu lieu en 2009 par le professeur, par le ministre Edouard. Nous sommes en 2018. Fin 2018. Le stade n'est pas à côté d'être achevé. La première pierre a eu lieu en 2009. Toutes les infrastructures qui devaient être construites au Cameroun avec l'argent qui a été mobilisé sont où? Entrées pour toutes deux stades. Sur beaucoup de milliards. Le stade de Bafoussam, où pour y aller, même un port ne peut pas supporter cette poussière-là. Ou la boue quand il pleut. 20 000 places. Et le stade de Limbe, un stade champêtre. 10 ans. 2 petits stades champêtres. Et où est parti l'argent? Entre-temps, entre 2002 et 2012, la FIFA, la Fédération internationale de football, a donné à l'État du Cameroun 20 millions de dollars pour les infrastructures sportives, 6 millions de dollars pour la construction du siège de la Fédération camerounaise de football, sans pour autant oublier le centre technique. Le centre technique, il devait être livré en 2013. Ok. Dites-moi, quand vous additionnez cet argent-là, ça fait combien de milliards? Minimum 18 milliards. Même pas un stade. Où est le siège de la Fédération camerounaise de football? Où est le centre technique national? Ils ont tout volé. Ils ont tout volé. Et vous accusez les autres. Si on est incapable, avec l'argent qu'on nous donne gratuitement, de pouvoir faire quelque chose. Et le pire, c'est quoi? C'est que la loi des finances de 2016, pour la CAN 2018, revient voter un autre budget. Un budget de 550 milliards pour construire des stades, pour faire des routes, pour faire ceci, pour faire cela. Et dès que la CAF a dit que bon, maintenant on passe à 24 équipes, ils ont dit il faut 200 milliards supplémentaires. Ils prennent 200 milliards. Et par la suite, ils ont dit que ça ne suffit pas. Maintenant, c'est plus de 1000 milliards. Je vous rappelle que la CAN au Gabon, c'était entré pour tout 250 milliards de budget. Et le peuple gabonais se plaignait. Mon Cameroun, plus de 1000 milliards. Et rien n'est prêt. Tout comme j'avais révélé la dernière fois ici, que où sont partis les bus où on avait débloqué 39 milliards. Les bus pour la CAN féminine de 2016
et qui devait être livré le 31 octobre. Jusqu'à présent, les bus sont portés disparus. Et quand on me dit, cette canne-là, les deux cannes, qu'est-ce qui s'est passé? Le chef de l'État nomme Bidumbat, son beau-frère, pour venir gérer cet argent. Et voilà là où nous allons. Et c'est lui qui est chargé d'évaluer, de donner les prix des stades pour la confection de ces stades. Et on revient à des budgets astronomiques. Rendez-vous compte. Le stade de Japoma, le prix, selon le chef d'ouvrage, M. Bidumpat Ismaël, alias Mini Pam Pam Shoga, grand comédien, devant l'Éternel. Ce monsieur a dit que le stade de Japoma est évalué à 150 milliards pour 50 000 places. Le stade Paul Biya est évalué à 163 milliards pour 60 000 places. Allons donc voir ce qui se passe ailleurs. Le Mali a organisé sa Coupe d'Afrique des Nations en 2002. Le Mali a construit le stade du 26 mars de Bamako, 60 000 places. Le coût c'est 18 milliards. Allons à côté, au Ghana, chez les anglophones. Le Ghana a construit le stade Tamale, où beaucoup d'internationaux camerounais ont joué. Le stade olympique, Olympic Stadium, coût 16 milliards, l'autre 10 milliards. Au Cameroun, 150 milliards et 163 milliards. Vous allez me dire que ce n'est pas la même chose et ce n'est plus la même époque. Je vous prends dans l'époque actuelle. Voilà le stade qui est en train de se construire, qui vient d'être achevé. En Côte d'Ivoire, à Bipimé. 60 000 places, conçues par les Chinois. Le coût, c'est 50 milliards. 60 000 places pour la CAN 2021. Elles ont déjà achevé leur stade, hein, alors que leur CAN, c'est en 2021. Mais nous, stade de 50 000 places, 150 milliards, 60 000 places, 163 milliards. Allez au stade de Radès. Le stade de Radès, quand vous y êtes, mais c'est un petit paradis. Le coût, c'est 49 milliards. Monsieur Bidumbat est venu donc s'asseoir, le beau-frère de Biya, pour se remplir des poches avec les poches de la famille, ruiner le Cameroun, une hémorragie financière hors norme, un vol aggravé, qui a toujours été comme ça depuis de très très longues années. Chaque fois ministre, chaque fois il disparaît, chaque fois il revient. D'ailleurs, quand il vient gronder les Camerounais. Je vous dis que ce sont les ordres, puisque c'est un comédien. Que le Cameroun va organiser la CAN. Voilà ce que cet Hercule de l'Esbrouf, ce que ce comédien empirique, ce que cet homme de l'âge de la pierre taillée est venu faire dans le football camerounais. Et il a toujours été l'oiseau de mauvaise augure. Rien que des bruits qui n'ont jamais rien produit. Les bruits qui ne donnent pas de fruits. D'ailleurs, son nom veut dire tout dire. Ambeti, bidon, veut dire les bruits. Beaucoup de bruit pour rien. Voilà ce que M. Bidon a commis comme gaffe pour le football camerounais. En 2002, pour vous montrer que chaque fois qu'il est là, nous avons des malheurs. En 2002,
La CAN se joue au Mali. Monsieur Bidounkpat, dans ses manières mafieuses, va faire des maillots démembrés. La FIFA lui dit, on ne doit pas jouer avec ces maillots-là. Mais néanmoins, monsieur Bidounkpat dit, nous devons jouer avec ces maillots. Premier scandale, avec les maillots Puma, où il y a eu des commissions et des rétro-commissions. En 2004, encore pour la CAN, le même Bidoun, qu'est-ce qu'il fait? Il commande maintenant les grenouillères, tout en un, comme les bébés qui viennent de naître là, à qui on met des couches. Les Camerounais deviennent la risée du monde. La FIFA écrit au gouvernement camerounais, écrit à la FECAFOOT, que vous risquez des sanctions très très graves. Mais Bidoun, parce qu'il avait déjà pris son argent à côté, à gauche et à droite, qu'est-ce que Bidoun a fait? Il a dit, on joue avec. Résultat des courses, la FIFA sanctionne le Cameroun. Retrait de 6 points, plus amende de 80 millions pour la Coupe du Monde 2006. Donc le Cameroun ne peut pas participer à la Coupe du Monde 2006, puisque le Cameroun perd 6 points. Et c'est là quand le scandale tombe, que Paul Biya fait semblant de s'énerver et il signe un décret le 23 avril 2004 pour relever Bidounkpat de son poste de ministre de la Jeunesse et des Sports. Bidounkpat rentre au quartier et Paul Biya ordonne une enquête, une commission qui est créée, qui est indépendante, tout en même temps en voulant dire qu'on réécrit les textes de la FECAFOOT. En juillet, la commission d'enquête rend ses résultats. Et c'est incroyable. Entre 2000 et 2004, que Bidounkpat a été ministre des Sports, il a détourné 3 milliards de francs CFA. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport des enquêteurs. Et bien plus, on va prendre Iya Mohamed, qui était le président de la Fédération camerounaise de football. Il va à la PJ, on l'interroge. On lui dit, où est l'argent de la CAN 2002, de la CAN 2004, de la Coupe des Confédérations et de tout le reste? Iya Mohamed déclare à la PJ qu'il a tout reversé à M. Bidounkpat, donc 333 millions concernant la Coupe des Confédérations. Sans pour autant oublier que là-dedans, il y avait les retombées de la CAN 2002-2004, qu'il y avait aussi ce qu'on appelle les sponsors, ce qu'on appelle les matchs amicaux, ce qu'on appelle même la quote-part de l'État, des infrastructures, il a pris. La quote-part de ce qu'on appelle la TVA, Bidounkpat a pris. Mais Bidounkpat est parti rester chez lui, tranquillement à la maison, faire la bonne vie. En 2011, Paul Biya le ramène. Il le nomme encore ministre de la Jeunesse et de quelque chose là. Il calcule. Et lorsqu'il sait que la CAN 2016 arrive et qu'il y a le budget, le 2 octobre, il fait un remaniement. Le 2 octobre 2015, il place Bidounkpat ministre des Sports. Et voilà nos malheurs. Il vient, il s'occupe de tout, il prend de l'argent avec un groupuscule de bandits. Et nous y voilà. Quand on me dit, c'est la mafia, c'est ce que Ouonangini raconte. Quand j'entends Calix Veyala vouloir défendre l'indéfendable, Calix, je sais très bien, ma soeur, tu n'as jamais été désagréable envers moi, mais une fois de plus, je vais quand même te dire, je sais qu'il y a la compote là-bas, au Cameroun, là où tu es installé maintenant à Douala. Je sais que quand une mouche plonge dans la marmite de miel, c'est difficile de repartir de là.
je sais quand même que tu devrais vendre l'image du Cameroun puisque tu as quand même gagné un contrat pour le cinquantenaire, pour 50 millions pour faire le livre publicitaire sur le Cameroun et pour le tourisme. Mais cela ne te permet pas de perdre ton épaisseur intellectuelle et de vouloir raconter des choses, de chausser maintenant les crampons et de prendre le maillot du numéro 1 pour la défense de l'indéfendable, des détournements incroyables. En tant qu'écrivain et en tant que personnalité ressource, tu devrais quand même demander où est parti tout cet argent. Pourquoi est-ce qu'on ne parvient pas à construire des stades comme les autres pays? Et non de dire que c'est un complot. On envoie au Cameroun. Si on envoie au Cameroun, c'est Paul Biya qui envoie au Cameroun. C'est les Bitumba qui envoient au Cameroun. Et c'est vous, les intellectuels de maintenant, qui voulez vous lécher les mains, qui voulez vous reconvertir, qui voulez faire des tacles par derrière à ceux qui disent que les choses doivent avancer. C'est vous qui retardez le Cameroun. Quand vous dites que quand vous allez partout ailleurs, c'est très beau, et que le Cameroun est très beau par rapport aux autres pays, mais soyons sérieux, vous avez déjà vu une autoroute au Cameroun? On allait organiser quelqu'un. Imaginez les touristes qui arrivent là. Calix Beya, là, quand vous êtes, par exemple, ne serait-ce que ici en France, ou même, prenons un petit pays d'Afrique, vous dites, j'habite telle rue, j'habite tel endroit. Mais là où vous êtes à Douala, mais imaginez, il y aura des Tunisiens, des Algériens, des Ivoiriens, et tout, et tout, et tout. Après, quelqu'un loge quelque part, il prend une empreinte de taxi. Non seulement il y a des nids de poules, mais il ne sait même pas là où il va. Puisque les rues au Cameroun, Paul Biya était incapable de baptiser des rues, de faire un plan d'urbanisme. On se retrouve avec les carrefours, trois bordels. Voilà ça, carrefour, trois bordels. À Yaoundé, carrefour La Joie, carrefour Pakita. Rien que les noms de bars. Carrefour Fanta Citron. Ou rue Palmier, rue Manguier. Aucun repère. Comment tu peux imaginer qu'un tel pays peut accueillir un événement digne de ce nom? Un pays qui n'a pas une seule autoroute en 36 ans. Il n'y en a pas pu construire une autoroute. Et le Gabon, après, tu étais en train de raconter des beaux couplets cocoricotant dans une chaîne de télé que oui, les autres sur le plan démographique, c'est pour ça qu'on a des problèmes. Mais attendez, le Nigeria est plus grand que nous sur le plan démographique, mais il y a des autoroutes. La Côte d'Ivoire a des autoroutes. Le Sénégal a des autoroutes. Mais pourquoi est-ce que nous voulons toujours montrer que nous sommes les meilleurs, alors qu'on est incapable d'organiser une CAN? C'était un Camerounais qui était le président de la Confédération africaine de football. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Et quand je vois à côté quelqu'un que je respectais, qui est de la même zone que moi, M. Macias Eric Onangini, qui vient parler de complot, il parlait de mafia. Mais M. Macias Eric Onangini, la première des choses qu'il faut savoir dans la vie, qu'est-ce que vous appelez mafia? La CAF, ce n'est pas l'ECAM. La CAF, ce n'est pas le Conseil constitutionnel, c'est là-bas la mafia. Dans le plan international, vous qui êtes enseignant universitaire, on appelle le lobbying, la diplomatie. Pour que la France gagne les jeux, pour que Londres gagne les jeux, il faut le lobbying. Il faut la diplomatie. Or, votre chef d'État ne va jamais dans un sommet international. Le seul sommet où il voulait venir, on l'a viré d'ici à Paris. Il est isolé sur le plan international. La preuve, regardez comment est-ce que Ahmad a battu Issa Hayatou. Ahmad a gagné Issa Hayatou. 34 voix contre 20. C'est la diplomatie, ce n'était pas la mafia. C'est vous qui faites la mafia avec le pain sardine. C'est vous qui faites la mafia avec les sacs d'argent et des billets qu'on distribue. On le sait. Le Cameroun est quand même le pays le plus corrompu du monde.
On a eu le prix 2 fois. Pays le plus corrompu du monde. 3 fois. Pays le plus corrompu du monde. Madagascar n'a jamais été le pays le plus corrompu du monde. Donc arrêtons, nous on a remporté des prix. C'est le seul prix que nous on a remporté valablement. Et quand on parle de mafia, qui est le père de la mafia? Mon frère, Machia Sériko Onangini. Ce n'est pas ton père. Ce n'est pas ton père, Joseph Owona. Rappelle-toi. Joseph Owona, ton père, mon père, parce qu'il est notre père, même s'il n'est pas mon géniteur, il a été le président du comité de normalisation de la Fédération camerounaise de football. De 2013 à 2015. Qu'a-t-il fait? Rien. La Coupe d'Afrique des Nations, la présidence de la République a débloqué combien? 4 milliards. A remis les 4 milliards à ton père, Joseph Owona, pour la gestion des lions indomptables. Lorsque les lions indomptables sont revenus de là, qu'est-ce qu'on a demandé? Les pièces justificatives. Sur 2 milliards 300 millions. Owona a monté, Owona a descendu. Owona a envoyé les responsabilités à gauche et à droite. Rien. Voilà donc la mafia. C'est ça la mafia. Que Joseph Owona nous dise ce qu'il a fait de l'argent des Camerounais, du contribuable camerounais, c'était des milliards. Que Joseph Owona nous dise là où il a conduit le comité de normalisation, si on est dans la merde, dans la raillerie, l'incapacité, l'incompétence, lui, professeur agrégé, incapable de pouvoir conduire à bon escient le comité de normalisation. Et vous trouvez que c'est Ahmad Ahmad qui est mafieux. Mais soyons sérieux. Regardez même la petite canne qu'on a remportée là. En 2017. Là, c'était, ton père n'y était plus. En 2017. Mais la CAF a offert au Cameroun 2 milliards et demi. Plus l'argent qui était pour la préparation des lions. Où sont partis les 2 milliards et demi? Vous trouvez que c'est les autres qui sont mafieux? Mais, mon cher, quand vous vous rendez compte que c'est votre père et les gens comme Bidon Pat Mini Pam Pam Choga qui ont continué à imposer Tombi Aroko, un autre fief voyou, un roublard, un bandit de grand chemin. Lui, c'était Joe Dalton. Là où Tombi Aroko passe, la souris ne voit pas le carreau. Il broute tous les biens. Voilà donc la vraie mafia. Et vous vous plaignez des autres. Que c'est eux qui... La mafia a conduit le Cameroun à cette situation ubuesque que nous connaissons aujourd'hui. La mafia a fait du Cameroun un pays très pauvre et très endetté. Un pays d'incompétents. Un pays où ne règne que les rétrocommissions. C'est pour ça qu'il n'y a pas eu de canne. La canne aurait pu avoir lieu au regard des sommes vertigineuses, énormissimes, qui ont été décaissées, injectées à propos. Mais qu'a-t-on fait? On a tourné en rond pour que le temps passe et pour négocier. Dites-moi un peu, lorsque vous regardez seulement le cas de Garoua, le stade de Garoua, avec tout ce qu'il devait avoir là-bas, on vote un budget de 24 milliards. Et qui est-ce qu'on appelle? Ben Modo. Ben Modo. Mais, attendez, soyons sérieux. 9 mois avant, ce monsieur pour les stades de l'Africa Foot, il avait pris de l'argent, il a bouffé plus de 381 millions, il n'est même pas parti avec un seul engin. Vous le reprenez, vous donnez les stades, le stade de la réflexion et tout ce qu'il y avait à Garoua. Et le pire même, c'est que j'ai vu certains, ils sont partis même casser l'hôtel La Benoué, alors qu'il y a des sites à gauche et à droite. Pour construire un hôtel, on casse d'abord un autre hôtel, alors qu'il y a le terrain à gauche et à droite. Où se trouvent les travaux?
On prend de l'argent, on décaisse, alors que les 800 employés, ni les ingénieurs, aucun n'a encore été recruté. On se partage de l'argent. Voilà ça. Où en sommes-nous? Voilà la mafia, comment ça fonctionne. La mafia, c'est quoi? C'est par exemple sur le stade Olembe. Le stade Olembe aurait pu être, même malgré tous les retards, comme je le dis bien que, il faisait déjà partie d'un premier budget qui était sur le plan de développement des infrastructures sportives de 2008. Mais on l'a quand même encore réinscrit pour qu'on reprenne encore de l'argent et qu'on aille financer le même stade. Mais néanmoins, qu'est-ce qui se passe? Puisque le stade, disait-on, doit être un complexe où il devait avoir des hôtels, des carrés VIP et ceci et cela. On a réuni des ministres. Donc le ministre des Finances, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, le ministre du Tourisme, parce qu'on disait quand même que ça doit engendrer ceci, des retombées et tout et tout et tout. Puis le ministre des Sports. Ils ont fini de signer un document. Ce document est arrivé à la présidence de la République le 5 septembre 2015. Mais quand ça arrive à la présidence de la République, c'est-à-dire un dossier béton, et je peux vous dire, ça arrive entre les mains de qui? Et le secrétaire général de la présidence, et monsieur économie, comme on appelle là-bas. Et les Ngongo, et les Fouda. Ils vont se mettre là pour attendre aussi leur part. Séraphin Magloire Fouda, avec Ngongo, vous devez expliquer aux Camerounais ce qui s'est passé pour que ce dossier-là soit bloqué. Pourtant, même si je condamne souvent ce régime, et il y en a quelques qui sont compétents. Il y a peut-être dans le régime, il y a 4 ministres qui sont compétents. Je ne veux pas être malhonnête. Je peux vous dire que lorsque le dossier, ce dossier a été fait, celui qui aurait pu bien faire que ça aboutisse, c'était par exemple lui, Paul Motazi. Mais on l'a déclassé le 2 octobre 2015, pendant le remaniement, parce qu'ils attendaient le remaniement. Lui, Paul Motazi part, hop, il perd les dossiers. Et dès qu'il perd le dossier, c'est-à-dire qu'il n'est plus compétent pour suivre ce dossier. Parce qu'en fait, c'est l'un des rares dans ce régime qui sait suivre les dossiers, comme il a suivi par exemple le port autonome de Douala. Il n'est pas parfait à 100%, d'ailleurs, nul ne l'est, mais au moins il suit certains projets. Et c'est comme ça que le dossier est confisqué à la présidence de la République le 5 septembre 2015. Il va y rester, tourner à gauche, tourner à droite, faire des séances occultes. Quand un avocat veut venir, non, non, non. De l'autre côté, Ben Modo, il part aux États-Unis, il dit que non, il va obtenir les financements d'Exim Bank. Il part là-bas, il fait encore le voyou, allez, on le vit. Et sur le stade de Lembe, comme l'État camerounais vote ses budgets avec des coquilles vides, ils ont quand même réussi, comme je le disais avec Montazé, à trouver ces financements par l'autrichement d'une banque italienne qui, donc j'oublie un peu le nom, puis une entreprise Piccini qui devait exécuter ces travaux. Mais à la présidence, c'est là où il faut aller demander ce qui a provoqué le retard. Pourquoi est-ce qu'ils ont bloqué ce dossier? Et le dossier ne va ressortir de là que un an plus tard. Et pourquoi? Parce que ils voulaient passer les marchés de gré à gré. Et ils ont donc passé les marchés de gré à gré. Au lieu de faire des appels d'offres. Donc ils ont bloqué pour avoir de l'argent, avoir de l'autre commission et passer des marchés aux mafieux. On a dit, voilà alors la mafia. Et c'est comme ça qu'ils se sont donc partagés cet argent. Pas de rétro-commission. Quelques temps après d'ailleurs, même sur le marché de Ben Modo, on l'a viré, on dit ceci et tout et tout. Mais dans quel pays on est? On va accuser des autres.
On va accuser Ahmad Ahmad. On veut dire que non, nous étions prêts, c'est que nous allions réaliser. Nous allions réaliser quoi? Le Cameroun n'a jamais rien réalisé avec Biya. Regardez le commissaire agro-pastoral. Au temps d'Aïdou, le commissaire agro-pastoral se passait tous les 2 ans. Paul Biya est arrivé, il a dit je vais me préparer pour le commissaire agro-pastoral. Il s'est tellement préparé qu'il a fait 30 ans pour faire un commissaire agro-pastoral. Et il dit, il y aura un aéroport, il y aura un hôtel, les routes seront bitumées, et tout, et tout, et tout, et tout. Le commissaire agro-pastoral, dans le village de Paul Biya, jusqu'à présent, il n'y a pas l'aéroport qu'on avait dit. Il n'y a pas les routes que Paul Biya lui-même avait aussi pris exactement les mêmes engagements. Je m'engage. Rien n'a été fait. L'hôtel est presque... C'est maintenant qu'on est en train de vouloir livrer l'hôtel. Rendez-vous compte. Un hôtel qu'on construit 8 ans, un seul. Mais tu avais construit ce stade en 11 mois. En 11 mois pour organiser une canne. Regardez ce que Paul Biya a fait. Il a dit maintenant je fais une usine de transformation de manioc. Vous allez aussi dire que c'est les étrangers qui ont fait que l'usine de transformation de manioc là ne marche pas. Vous allez faire que c'est les étrangers qui ont fait que Paul Biya aille acheter les tracteurs 13 milliards et viennent les abandonner en brousse. Là où ça pousse là au milieu du bosquet. C'est toujours la faute des autres. La faute de la diaspora. La faute des gens qui n'aiment pas le Cameroun. Mais vous croyez que aimer le Cameroun veut dire que je dois encourager les voleurs? Je dois encourager les pillards? Je ne dois pas dénoncer ceux qui volent? Vous croyez que c'est tous les Camerounais qui ont volé les 1000 milliards là? Et je vois des pauvres qui sont là, ils n'ont même rien à manger. Ils disent que nous sommes patriotes. Vous êtes patriotes avec quoi? Et ils sont en train de se goinfrer. Patriote avec quoi? Un vrai patriote n'est pas celui qui encourage les malfrats. Donc il faut regarder ce que notre régime a pu faire, a pu offrir au peuple camerounais. Et non vouloir toujours dire se claquemurer dans la victimisation, dans l'infantilisme béat, dans l'irresponsabilité à outrance. Quand je vois un monsieur comme Félix Zoro, du haut de sa taille comme un panneau de basket, qui ose dire, qui ose traiter Ahmad Ahmad de crapule. Hein? Je rigole, non seulement le vocabulaire ordurier pour une personnalité de cette envergure, irrespectueux, mais ces arguments ne tiennent pas. J'ai vu Zogo sur le plateau avec le jeune Wilfried de Kanga, qui l'a roulé au sol. Et je l'ai vu transpirer avec une cravate qui traînait comme une liesse de chiot. Et il transpirait comme à l'époque quand nous allions à Mourada manger notre petit mets. Oui, Zogo, Félix, on a quand même été amis. On mangeait nos mets chez la maman là, avec beaucoup de piment. Et tu transpirais beaucoup. Et c'est comme ça que tu as transpiré, parce que tu n'avais pas d'argument. Tu ne peux pas dire qu'aujourd'hui, le Cameroun est victime d'un complot d'Ahmad Ahmad. Cela veut dire que c'est Ahmad Ahmad qui décide à la CAF. Ahmad Ahmad n'est pas autocrate. Les textes, peut-être que tu ignores, des statuts et règlements de la CAF, article 22, alinéa 11, c'est bien écrit que c'est le comité exécutif qui est responsable et qui est chargé de l'organisation des compétitions. C'est-à-dire que c'est le comité exécutif qui vote et non Ahmad Ahmad. Le Cameroun, pour la première fois, monte. Tout le monde a rejeté l'organisation de la CAN au Cameroun. C'est bien dit, à l'unanimité. Le chef qui a été retiré au Kenya, c'était à la majorité. C'est-à-dire qu'il y a quand même certains qui se sont opposés. Mais parmi tous
ceux qui étaient du comité exécutif de la Confédération africaine de football, tous ont dit non à l'organisation de la CAN au Cameroun. Et c'était des experts qui étaient bien habilités, qui ont sorti des rapports. Même la première expertise, vous avez été capable de l'organiser au Cameroun. La première expertise de la CAF, qui devait venir avec PricewaterhouseCoopers, c'était du 20 au 28 août 2017. Vous n'étiez pas prêts. Et l'expertise qui devait être menée avec chef de délégation, une égyptienne, a dû renvoyer son séjour au Cameroun. Donc regardez que vous n'étiez même pas prêts pour une expertise. Et maintenant, toi qui as juré qu'il y aura la CAN et qui était prêt à bagarrer avec le jeune Wilfried Ekanga, au lieu de te taire, tu commences à dire que vous avez des possibilités de pouvoir même traîner la CAF au TAS. C'est incroyable. Quelle hallucination. Quelle ignorance encyclopédique, mon Dieu. Pour un grand enseignant de cette envergure. Mais, je crois que, première des choses, sur quelle base allez-vous partir? Vous allez dire, nous étions prêts à vouloir livrer des stades? Puisque pour une compétition, il faut déjà tester les stades. Vous ne l'avez pas fait. Et je vous dis bien que la CAF est dans son droit. Article numéro 44. En cas de manquement pour les charges que vous avez signées, la CAF est dans le droit de retirer la CAN immédiatement. Je dis bien immédiatement. Le droit de retirer la CAN avec effet immédiat, en tout temps. C'est ce qui est écrit dans l'article 44. En cas de manquement. Voilà donc vos manquements. Il n'y a pas de route, on va y revenir. Il n'y a pas d'hôpitaux, on va y revenir. Il n'y a pas de stade, on va y revenir. Il n'y a pas d'électricité, on va y revenir. Il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Il y a quoi qui est prêt au Cameroun? Vous dites que vous allez attaquer la CAF? Je peux vous dire que vous risquez d'avoir une surprise très désagréable. Attaquer la CAF et le Cameroun est mort. Le Cameroun est mort pourquoi? Parce que même la CAN 2019 ne devrait pas être accordée au Cameroun. Le président de la fédération zimbabwéenne de football s'était révolté que c'était une attribution politique. L'Algérie s'était levée en disant mais c'est pas possible. Le Cameroun n'a présenté aucun dossier et on offre une CAN comme ça. Et ce que vous oubliez, c'est que quand on offre la CAN au Cameroun, c'est en 2014. Or, l'article 28 des statuts et règlements de la CAF dit ceci. Le comité exécutif désigne l'organisateur de la CAN 6 mois avant le début et 6 ans avant le début. Voilà ce que dit l'article 28. Or, le Cameroun est désigné en 2014 pour la CAN de 2018, c'est-à-dire 4 ans. Sans appel d'offres. Ce qui est écrit dans les textes, qu'il faut un appel d'offres. Non seulement les 6 ans ne sont pas respectés, il n'y a pas d'appel d'offres. C'est Issa Hayatou, sur la base des maquettes et des promesses folkloriques pompeuses de son parent Biya, qui décide de donner la CAN au Cameroun. Sinon, le Cameroun n'avait rien. Sur quelle base donc vous allez pouvoir renverser la CAF? Sur quelle base? La CAF a même été
très bonne envers le Cameroun. La CAF a été indulgente. Mais, professeur Zogo, professeur Félix Zogo, lisez l'article 92, alinéa 4 de la CAF, qui dit ceci. Lorsque la CAF vous retire une compétition, le pays hôte, c'est-à-dire qu'à 6 mois avant l'organisation, le pays hôte paye une amende d'1 million de dollars, sans compter les dommages et intérêts. Le pays hôte est suspendu pour cette édition-là, plus les 2 éditions à venir. Donc si Ahmad Ahmad voulait était vraiment contre le Cameroun, première des choses, le Cameroun prenait une amende. Plus les intérêts, parce que la CAF a des contrats. Plus ce qu'on peut appeler, ce que je vous ai appelé tout de suite, les suspensions. Or, Ahmad Ahmad a voulu tempérer. Et vous a dit que vous alliez organiser une CAN en 2021. Or, c'est impossible. Le Cameroun n'organisera pas la CAN 2021. Prenez date. J'avais dit, il y a plus d'un an, qu'on n'allait pas y parvenir. Plus patriote que moi, tu meurs. Mon pays, moi, je l'aime. Je ne suis pas un griot. Je n'aime pas le régime. Mais j'aime mon pays. Je me bats pour mon pays. Je n'ai jamais piqué l'oseille dans les caisses de mon pays. Je contribue au rayonnement de mon pays. Mais en démocratie, tout comme lorsque vous voulez que votre fils évolue, il faut savoir, tout comme l'opposition existe, dire stop au vol, stop aux rêves illusoires, stop aux espérances chimériques, stop à la démagogie. Ce que vous êtes en train de faire, c'est de la démagogie. Première des choses, on a commencé à demander que les citoyens lambda frappent la main dans la poche pour l'achèvement des travaux. Il y a beaucoup d'ouvriers qui ne sont pas payés. Deuxième des choses, comment vous allez faire pour construire les routes? Parce qu'une CAN à 24 nécessite les routes. Vous allez faire, après 36 ans, vous n'avez aucune autoroute. Vous allez donc présenter quoi? Deuxième des choses, il faudrait peut-être, si vous dites que vous n'avez pas les autoroutes pour relier les grandes villes, il faudrait bien que vous ayez les voies ferroviaires. Or, les voies ferroviaires du Cameroun ont un écartement de 80 cm, parfois 90, alors que les recommandations internationales demandent un écartement des rails d'1 mètre. Ce qui signifie que l'accident qu'il y a eu à Ezeka, c'est parce que les vieux wagons, il fallait aller les prendre, soit au Canada, d'autres en Chine, qui n'avaient pas de frein, avec une locomotive de l'ancienne époque. Vous ne pouvez pas mettre les Africains, les journalistes qui viendront de l'étranger, dans de telles locomotives. Parce que Karaye, tu avais eu à construire ça, c'était 622 km². Mais après, il a donné ça à Bolloré. Bolloré devait les changer. Puisque sur le plan international, c'est pour ça d'ailleurs que les assurances ne peuvent pas payer les familles des victimes. Pourquoi? Parce que les assurances sont claires. Mais attendez, vos rails ne répondent pas aux normes. Vos wagons ne répondent pas aux normes. Vous allez faire ça quand? Deux, vous allez dire non, ils vont prendre les avions. Le Cameroun, Camerco, a combien d'avions? 3 avions. 3 avions de 50 places. 3 avions. C'est-à-dire que la plus pauvre compagnie qui puisse exister au monde
Et le Cameroun vient de perdre sa certification IOSA. Et il ne fait plus partie de ce qu'on appelle l'Association internationale des compagnies aériennes. Pourquoi? Parce que le Cameroun n'a pas ce qu'on appelle la sécurité au niveau des cabines, les contrôles techniques, les ceci et cela. Et le dernier contrôle a donc enlevé le Cameroun. Ce qui signifie que plus une agence de transport aérien n'a le droit de vendre un bien Camerco à qui que ce soit. Et vous croyez que c'est des joueurs internationaux qui sont assurés, qui vont venir monter dans vos coucous de hibou? Mais non. Et d'ailleurs, comment ça va faire pour transporter tout ce monde-là? Ça va se passer comment? Il faut donc une flotte. Ah, autre chose. Même si on a des avions, on tombe sur autre chose. Les aéroports. L'aéroport international de Yaoundé, la capitale, vient d'être déclaré non conforme aux normes internationales par les États-Unis. Donc, l'Europe. Parce que déjà, vous savez que tous les vieux petits avions du Cameroun, là, c'est même interdit, que ce soit ici en France ou partout ailleurs, c'est interdit. C'est interdit. C'est des patins qui s'envolent. C'est des oiseaux de sorcellerie. On fait comment avec ça? Quand vous voyez les gens que un aéroport de Yaoundé n'est même pas sécurisé. Non, même pas. C'est pas possible. L'aéroport de Bafoussam. Mais mon Dieu. Mais l'aéroport de Bafoussam, les gens vont, le vieil aéroport, les gens vont jouer, et les enfants, ils jouent le petit football là. Mais à Garoua, et on y sèche du maïs, du miel et tout et tout. Mais à Douala, mais on n'a pas d'aéroport sécurisé. Comment on va faire? Et de deux. Il faut d'autres structures telles que les hôpitaux. Pour l'instant, le plateau technique du Cameroun, c'est de la rigolade. Si vous faites l'IRM à un joueur, il faut aller où? À l'hôpital général? Il y a combien d'appareils d'IRM au Cameroun? Un grand pays comme le Cameroun. Et il y a combien d'appareils d'IRM? C'est pour ça que dès qu'il y a mal à la tête, même n'importe quel ministre ou n'importe qui, bam, c'est ici. Il y a quoi? Vous, si un joueur a un problème, vous allez où avec lui? Il n'y a même pas d'ambulance. Problème de santé, on écarte. Et il y a le problème d'énergie. Imaginez qu'il faut des matchs qui vont se jouer en nocturne. Et vous connaissez le seul mot qui existe au Cameroun, délestage. En pleine fête de mariage, bam, tout s'arrête. Subitement, vous allez trouver en pleine canne, avec autant de stades, autant d'hôtels qui vont consommer l'électricité, autant de choses qui demandent de l'énergie. Vous allez faire comment pour pallier à la demande énergétique? Voilà un gros problème, un gros souci. C'est bien beau de dire, oui, nous on a les hôtels et tout, mais attendez, le pire c'est que dans ces hôtels-là, un joueur va rentrer, il veut faire sa douche, il n'y a pas d'eau. Puisque le Cameroun, comme la Guinée, c'est-à-dire que voilà les pays qui ont le réseau hydraulique le plus dense du monde, mais qui n'ont pas d'eau. Mais tout le monde sait que l'eau qui vient de la SNEC qui a été créée en 1967 par Amadou Ahidjo, on n'a même pas changé les canaux. Tantôt on appelle les Américains et tout, les Marocains et tout, juste pour escroquer les gens. Et quand l'eau sort par gouttelette, c'est à 2 h du matin, elle est rouge, elle est sucrée, elle est pimentée. Vous prenez la cuillère, vous mettez, si vous n'avez pas mangé la sauce d'arachide, vous commencez à manger l'eau du Cameroun. Vous connaissez très bien que l'ambassade de France au Cameroun a dit qu'il ne fallait même pas se brosser les dents avec l'eau du Cameroun parce qu'elle est dangereuse. Tous ces rapports-là ne vont pas arriver à la CAF et ailleurs. Mais comment vous allez faire pour que
possédions de l'eau, de l'eau. La denrée élémentaire, l'eau c'est la vie. Comment un chef d'État 36 ans n'a pas pu offrir à son peuple de l'eau pour un pays qui produit du pétrole, qui a du gaz, qui a du fer, qui a la bauxite, qui a, qui a du diamant. Mais c'est pas possible. Donc, nous aurons ce problème. Nous aurons le problème des télécommunications. Puisque les télécommunications au Cameroun, c'est par hasard, par un coup. Qu'est-ce qu'on va faire? Il y a là, M. Charles Ndongo, lui aussi qui a été rappelé à la retraite, avec l'autre paltoquet d'Issa Chiroma, l'homme à la barbichette de Cabri, qui vient dire que maintenant, oh, écoutez, c'est lui qui va faire la couverture de la canne. Ça va faire rigoler. La couverture de la canne. Il monte un dossier mafieux. Je vous rappelle d'abord que je vais vous parler même de Issa Chiroma. Parce que l'affaire de l'avion qui s'était écrasé, où il y a eu des morts, c'est Issa Chiroma qui a volé cet argent-là, plus de 50 milliards. Je vais y revenir avec des documents. Parce que dans le régime Biya, c'est celui qui vole qui est toujours maintenu. Mais comme nous sommes d'abord à la canne, j'y reste. Donc imaginez que Issa Chiroma dise que la CRTV qui a été créée par Amadou Ahidjo doit maintenant, qui sait, chaque fois, à la CAN 2016, on a dit des nouveaux équipements. Maintenant, ils disent pour la CAN, de nouveaux équipements. Et ces nouveaux équipements, ils disent quoi? Des cars pour les reportages. Combien? 7 milliards. Alors que Lagardère, qui est partenaire de la CAF, a dit, moi je vais assurer la couverture. Et il demande tout de suite le déblocage. Mais, mon Dieu, les techniciens de la CRTV n'ont jamais utilisé un tel cas. Il leur faut une formation minimum d'1 an. Mais ces cars, ils devaient servir à quoi? Juste pour voler de l'argent. La CRTV n'est pas capable de couvrir quoi que ce soit. Et l'autre problème, qui est énormissime, sera donc la concurrence avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a eu sa CAN 2021. Ahmad Ahmad peut bien dire, le Cameroun va organiser, mais non. Il faudrait qu'il y ait ce qu'on appelle cas de force majeure. Ce qui est contenu dans l'article 62. Et l'article 62 des statuts et règlements de la FECAFOOT, de la CAF, de la Confédération africaine de football, dans son alinéa 1, dit bien sûr que en cas de force majeure ou bien des cas qui n'étaient pas prévus, c'est le comité exécutif qui va trancher. Or, il n'y a pas cas de force majeure, puisque pour qu'il y ait cas de force majeure, il faut qu'il y ait peut-être une guerre en Côte d'Ivoire. Il faut peut-être que la Côte d'Ivoire ne soit pas capable d'organiser une CAN. Puisque la Côte d'Ivoire a déjà été désignée. Donc la Côte d'Ivoire, elle est capable de saisir l'OTAS parce que la Côte d'Ivoire a déjà des infrastructures 3 ans avant la CAN. Comment on va faire? Ce ne sera pas un cadeau comme ça. Vous voulez savoir? On me dit, Paul Biya, oh vraiment, nous, on a fait ceci et cela. Je vous cite. C'est que Ouattara, que nous insultons, a fait seulement depuis 2011, ce qu'il a construit. Et vous, les panafricains, et les Biyamournais sardinards, sans tête, vous allez me citer ce que Biya a fait. Voilà ce que Ouattara a fait. Le 4e pont est déjà en construction. Au 3e pont, il y a Henri Konan Bédier. Il a déjà terminé ça. L'échangeur de Makori, plus de 20 km de bitume. L'échangeur de La Riviera, le pont de Jacqueville, le pont de Bétier, le pont de Boisflé, le pont de Bassawa, le pont de Béoumi, le pont d'Aboisseau. On va en route. L'autoroute Abidjan, Grand Bassam. L'autoroute Singrobo-Yapro. Le bitumage et les routes de voirie de la ville de Korogo. La route Bouna-Doropo jusqu'à la frontière du Burkina Faso.
La route à Bobo jusqu'à Kebol. L'autoroute à Bobo à Nyama. Il y a même aussi l'express Mohamed Seng d'Anyama. La route Ndoussi-Ganois, qui est en train de se faire actuellement. La route Yakro au Boisflé, c'est en train de se faire actuellement. La route Azopé à Coupé, Komoué. La route à Beauville, Séchi, Rubino. Le boulevard de France, qui a été élargi, qui a été redressé, qui a été bitumé. Il y a le boulevard Anglais CHU, le boulevard de Yopougon, Koweït Palais, le boulevard de l'abattoir Port-Bouette, l'élargissement du boulevard Nana, la route d'Arbeauville, l'autoroute Yakro, qui sera bientôt fait, c'est en cours là. La route Boaké-Katiola, qui est en cours, qui est en train de se faire. Il y a la route Mankano-Bundiali, qui est aussi en train de se faire. Il a aussi réhabilité le chemin de fer, enfin, c'est en train de se faire. Il y a la route Boisflé, il y a le bitumage de la voie au Tiéné, il y a le bitumage de la route de Yakassé au Togo. Maintenant, je vais ailleurs, parce que sur l'électrification, je ne vous cite pas, parce qu'il est en train d'électrifier la Côte d'Ivoire. Regardez maintenant au niveau des infrastructures sportives. Il a déjà construit le stade Omnisport et Bimpe. La construction, il y a le stade de Korogo. Il a réhabilité et agrandi le stade Omnisport de Boaké. Il est en train de construire d'autres infrastructures pour la CAN 2021. On me dit que Paul Biya a tout fait pour l'éducation. Que c'est lui qui fait que les Camerounais soient très instruits. Mais moi, je vais vous dire ce que Ouattara a déjà fait. Université de Mans, Université Alassane Ouattara de Boaké, Université de Korogo, Université de San Pedro, qui est en train de se faire là, la construction de 17 000 classes, 816 collèges, 59 lycées généraux et techniques, 1452 salles de classe équipées. L'école professionnelle qui a été offerte par le roi, je crois, Mohamed VI, parce que lui, il connaît prendre. Hein? Ah oui, dans la diplomatie, lui prend. Il est d'ailleurs revenu avec 1900 milliards de la Chine. Alors que nous, on est revenu avec quoi? À peine 1 milliard pour les anglophones. Voilà. Il a déjà fait la CMU, carte d'assurance maladie, l'hôpital mère-enfant, des centaines de centres de santé, le CHU d'Angré, l'hôpital général de Ganois, l'hôpital général d'Adjamé, l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Tiasalé, l'hôpital Saint-Joseph de Moscati Yoko, le centre de radiothérapie de Cocody, le centre de médecine nucléaire, le centre multisectoriel Mohamed V de Yopougon, la réhabilitation de l'équipement du CHU, la construction de 5 hôpitaux militaires qui sont en gestation. Ils seront à Boaké ou encore à Korogo. C'est ça. Où sont les hôpitaux militaires même au Cameroun? Il n'y a pas. Au niveau social, je ne peux pas compter. Et les stations d'eau, et tout et tout. Il a relevé les SMIC, et tout et tout. Les logements sociaux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et c'est contre cette Côte d'Ivoire-là que le Cameroun va batailler pour arracher la canne. Cette Côte d'Ivoire qui a les autoroutes, qui est en train de construire le plus grand, la plus grande tour d'Afrique. Vous vous trompez. Voilà la réalité. 36 ans sans rien faire. 36 ans de somnolence. 36 ans de malgouvernance. 36 ans de détournement et de corruption. 36 ans de népotisme. 36 ans de tribalisme. 36 ans de nullisme. Voilà le bilan de M. Paul Biya. Et la CAN lui a été retiré un jour historique, le 30 novembre, jour de la mort d'Amadou Ahidjo, père fondateur du Cameroun, mort à Dakar, et dont le corps est toujours dans un endroit là-bas isolé. Une ingratitude. Lui, Amadou Ahidjo, que n'a-t-il pas fait pour le Cameroun? Le palais où se trouve Biya,
a été construit par Amadou Ahidjo à hauteur de 200 milliards. Il n'y a jamais mis pied. Le palais des congrès par Amadou Ahidjo. La CRTV par Amadou Ahidjo. Tous les ministères par Amadou Ahidjo. Tout ce qui est au Cameroun par Amadou Ahidjo. La régie Fercam, Amadou Ahidjo. La SNEC, Amadou Ahidjo. La SONEL, Amakam, Evecam. Sodécoton, Sodécao, tout ça, Amadou Ahidjo. SNI, SNH, Fogapé, Midevive, Fonader, Amadou Ahidjo. Amadou Ahidjo a construit, a laissé 326 sociétés au Cameroun. Paul Biya non seulement les a pillés, y compris les banques, il les a privatisés, il a pris l'argent, il a empoché, il a tout détourné avec la bande de voleurs qui est autour de lui. Rien. Il n'a cité-moi une seule société que Biya va laisser pour la postérité. Citez. Dites-moi. Que ce soit. Citez-moi une société. À part de vouloir prendre les gens, les enfants d'autrui, les pauvres. Il les met dans l'armée pour aller faire une guerre contre Boko Haram. Et c'est ça, avec ça, le même prétexte va venir. Même s'il réussit à faire ceci, je l'avais dit, quand il a lancé cette guerre, qu'il ne la finira jamais. Et quand on reviendra pour la CAN, on va encore lui sortir l'argument sécuritaire. Parce qu'on ne peut pas faire la CAN dans un pays en guerre. La CAF avait déjà commis cet impair, cette gaffe d'aller faire la CAN en Angola. Et on se souvient que le bus des joueurs togolais avait été mitraillé par les séparatistes. Et il y a eu des blessés et des morts. C'est une affaire triste, une histoire que personne ne peut oublier. Alors, le Congrès américain avait déjà écrit à la FIFA et à la CAF qu'on ne pouvait pas donner la CAN au Cameroun parce que le Cameroun est un pays en insécurité. Paul Biya, au lieu de dialoguer, a dit « Je m'aimerais faire la guerre contre mon peuple ». Ce n'est pas un étranger qui a quand même poussé Paul Biya à aller faire la guerre contre les anglophones. Il fallait juste dialoguer et c'était terminé. On allait faire des concessions comme en politique. Mais il a dit non, moi je vais faire la guerre. Et cette guerre ne finira pas. Parce qu'on ne pourra jamais organiser la CAN dans un pays en guerre. Et Paul Biya est en train de dire qu'il met la fin à la guerre par décret. Et qu'il signe un décret. Comité de démobilisation. Mais est-ce qu'on peut de façon unilatérale, même si je sais, on m'avait dit que ce monsieur-là avait fait les études juridiques et tout. J'en doute. J'en doute. Parce que pour créer un comité de démobilisation, qu'est-ce qu'il faut? Il faut les deux parties. C'est-à-dire que il faut que vous puissiez négocier, que vous fassiez chacun de son côté des concessions. Et la première des choses aurait été de libérer les leaders anglophones qui sont en prison. Quelqu'un se lève comme ça et dit, bon, allez, vous partez déposer les armes et tout. On va les déposer où? Vous voyez, quelqu'un qu'on a tué son père, on a tué sa mère, on lui dit, va déposer les armes, on va te réinsérer. Sans rien. Ça va se passer sur quelle base? De façon unilatérale. Cela ne s'est jamais passé nulle part. Que ce soit au Sénégal, en Casamance, on a appelé les leaders pour discuter avec eux. Que ce soit en Colombie, chez les FARC, on a appelé les leaders de la sécession ou de ceci et cela pour discuter avec eux. Mais Paul Biya, lui, il se lève, il signe un décret. Un décret de démobilisation. Parce que c'est lui le roi soleil. C'est le Père éternel. Et avec lui, dès qu'il signe, tout le monde exécute. Et nous y voici, en pleine guerre. Donc la CAN ne pourra pas se tenir dans un pays en guerre. Ahidjo l'avait compris. Il a pacifié le Cameroun. Il a pris un Cameroun qui était en feu, déchiré, déchiqueté. Il nous a réunis. Il a fait de l'unité nationale la priorité des priorités.
Il a mis le pardon. Mais Biya gouverne par vengeance. Biya gouverne dès que lui, endormi, ou quand il se réveille de sa schizophrénie, se rêve à peu près dans sa demi-folie pour décréter qu'il est le tout-puissant et qu'il devrait exterminer les autres populations. Ce n'est pas ça. Aujourd'hui, Biya n'a rien apporté au Cameroun. La CAN était le seul dernier prétexte pour un règne illusoire. Un pays qui l'a conduit 2 fois sur le plan d'ajustement du FMI, alors que Amadou Ahidjo avait juré qu'il ne conduirait jamais le Cameroun au FMI. Avec toutes les richesses que nous avons, Biya nous a endettés de 6 000 milliards. Et voilà encore 1 000 milliards de la CAN qui viennent de s'envoler. Il n'a pas de vision. Il ne réfléchit plus. Il est comme un automate. Paul Biya est devenu comme un zombie. Et le zombie n'a pas de tête. Et comme le disait Napoléon Bonaparte, le cœur d'un homme d'État se trouve dans sa tête. Merci.